On va parler de la NCAA. C'est le trophée Heisman demain qui sera dévoilé. Également, il y a le classique Army-Navy. Urban Meyer ne sera pas de retour avec Ohio State. C'est pas vraiment surprenant avec toutes les histoires qu'il y a eu au cours avant la saison. Également, il y a plusieurs petites nouvelles. On en parle avec Wallet du site internet le Blitz NFL. Salut Wallet. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Oui, Wallet et le comité aussi. Je voulais que tu m'expliques, c'était la semaine passée, c'est quoi de quoi est composé le comité. Wallet, on va y aller maintenant d'abord avec la nouvelle de la semaine, c'est Urban Meyer qui ne sera pas de retour avec Ohio State. Ouais, ça surprendra pas les gens Non. là, qui ont suivi Ohio State dans la dernière année, là. Comme tu l'as mentionné, il y a eu le scandale en début de saison. Puis Urban Meyer, là, pour ceux qui s'en rappellent, là, en 2009 ou 2010, je ne me rappelle plus exactement des dates, il avait quitté le programme des Gators de la Floride. Dans le fond, en gros, sa raison, c'est des problèmes de santé. Il expliquait que sous haut stress, haute pression, il y a des migraines, la difficulté à dormir, la difficulté à se concentrer. Puis, il avait quitté le programme de la Floride pour ça. Et après une année de congé, pour se reposer, puis le poste d'entraîneur à Ohio State, qui était un peu son emploi de rêve, s'est ouvert pour lui. Puis, un peu comme en Floride, il a commencé très, très fort. Puis, regarde, il a connu un passage exceptionnel avec les Buckeyes en remportant le premier championnat national là, des éliminatoires en 2014 contre Oregon. Mais on pouvait le voir là, cette année. Là, il était sur les lignes de côté. Il avait de l'air brûlé physiquement, mentalement. Il avait l'air tout simplement épuisé. Puis, c'est les mêmes raisons de santé que Urban Meyer a évoquées pour prendre sa retraite. Depuis là, qu'on a annoncé sa retraite, là, je vois des gens écrire que il va peut-être s'intéresser aux Packers de Green Bay ou aux Browns de Cleveland. Il y a des choses qu'on peut pas être certaines dans la vie, là, mais moi je suis pas mal certain que Urban Meyer n'ira pas comme instructeur-chef dans la NFL. Il va peut-être prendre un break de quelques saisons puis revenir dans un programme qui serait un fit parfait pour lui. Okay. Mais je serais pas surpris de plus jamais le revoir sur les lignes de côté, mais on peut pas dire jamais. Puis Urban Meyer a seulement 45 ans. C'est un des meilleurs entraîneurs au point de vue collégial là, que plusieurs ont vu là, de leur vivant. Donc, ça serait peut-être pas surprenant de le revoir dans quelques années. C'est-tu meilleur que Nick Saban? C'est-tu meilleur que... C'est-tu... Ben, honnêtement, c'est assez difficile de le comparer avec Nick Saban pour la seule et unique raison que Nick Saban est rendu à combien de championnats nationaux. Ouais. La seule chose qu'on peut dire de Urban Meyer, c'est qu'il a pris un programme en Floride, il l'a remonté carrément, gagné un championnat national, il s'est déplacé à Ohio State. Un programme qui avait certaines difficultés là, avec des suspensions qu'il avait eu là, suite au départ de Jim Tressel, l'ancien entraîneur-chef des Buckeyes. On a remonté le programme, gagné un championnat national. Je pense que lui et Nick Saban, c'est les deux seuls entraîneurs en ce moment dans le college football qui ont été capables de remporter 2 championnats avec 2 équipes différentes. Donc, c'est 2 parcours complètement différents, mais on pourrait facilement là, débattre que les deux, c'est probablement les 2 meilleurs entraîneurs de leur époque dans la NCAA. Tu peux pas quand même mettre Paterno, tu peux pas mettre Lou Holtz là-dedans aussi, Ben, Bochenberger. moi, je parlais surtout de leur époque. Ouais, là, ok. Puis C'est clair. entraîneurs qui... Mm-hmm. Ouais. Pour les entraîneurs des années 2000, là, 2000 et plus, là, sans aucun doute, là, Urban Meyer et Nick Saban sont numéro 1 et 2. Puis, comme je te dis, on peut argumenter à savoir qui est le meilleur, là, mais les deux ont des carrières exceptionnelles. OK. Demain, c'est le Heisman. Toi, je te laisse le reste, là, le quart d'Alabama. Tu vas parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette famille-là, puis il faut que je l'apprenne à prononcer, parce que tu m'apprenais avant de rentrer en compte que son frère a été recruté par Alabama également. Peu importe, toi, je te laisse le reste. Va gagner facilement le trophée Heisman. Ben écoute, on s'en était parlé, je pense, il y a 2 ou 3 semaines, puis je te disais que Tua Tagovailoa était le numéro 1 pour gagner le Heisman. Puis regarde, il a connu un match un peu difficile contre Georgia la semaine dernière. Pendant ce temps-là, Kyler Murray, avec les Sooners d'Oklahoma, a connu un match assez exceptionnel contre Texas. Puis Dwayne Haskins, à Ohio State, a connu un très, très gros match aussi contre Northwestern avec près de 500 verges total puis 5 touchés. En ce moment, je favorise toujours Tua Tagovailoa pour remporter le trophée. Fait qu'il est assez intéressant.
Hier, il y avait la remise des trophées, des autres trophées dans la NCAA. Puis deux des gros trophées, le premier, c'est le Walter Camp, qui est remis aux joueurs par excellence, mais avec d'autres personnes qui votent autres que l'Heisman. Ça peut être dur à comprendre, mais c'est sensiblement la même chose, avec différentes personnes qui votent. Puis Tua a remporté ce trophée-là. Puis ça fait 5 ans en ligne que la personne qui remporte ce trophée-là remporte le Heisman. Il a aussi remporté le j'oublie le nom, là, mais il a aussi remporté un autre trophée qui a été remporté les 4 dernières années par le récipiendaire du Heisman. Donc, les chances sont là pour Tua, mais encore là, je serais pas surpris là, que Kyler Murray ou Dwayne Haskins remportent le trophée. Là. Si on regarde les statistiques puis l'importance de ces 3 joueurs-là pour leurs équipes, les 3 ont eu des impacts majeurs. Personnellement, moi, je favorise Tua pour la seule et unique raison que Alabama a remporté tous leurs matchs par plus de 20 points, sauf le match de finale de conférence contre Georgia. Puis ça, c'est un record de la NCAA qui n'avait pas été vu depuis 1888 par l'Université de Yale. Donc, c'est assez exceptionnel là, de montrer à quel point que Tua a juste changé ce programme-là. On le savait qu'Alabama était bon, mais il a tout simplement amené Alabama à un autre niveau d'excellence qu'on n'a jamais vu là, dans le passé. Écoute, combien de matchs qu'il jouait même pas au 4e quart parce qu'Alabama était en avance, c'est trop en avance. Oh, exactement. Puis si on regarde les statistiques, là, il y a des gens qui vont simplement se aux statistiques puis se dire Kyler Murray a vraiment des meilleures statistiques. C'est vrai, mais Kyler Murray évolue dans la Big 12, une conférence où les défensives sont optionnelles. Donc, c'est pour un corps arrière qui est moindrement qualifié, c'est pas tellement difficile de mettre des bons numéros au tableau semaine après semaine. Tua évolue dans la SEC, une conférence que les défensives sont importantes puis que tu as beaucoup de joueurs qui vont se retrouver dans la NFL dans les prochaines années. Donc, je pense que Tua a prouvé à tout le monde là, que c'était lui le meilleur joueur au pays, puis moi, il continue d'être mon numéro 1. Comme je te dis, je serais pas surpris que Dwayne Haskins ou Kyler Murray remportent. D'après moi, ça va être une lutte extrêmement serrée. J'y vais tout simplement avec mon opinion personnelle là, avec tout. OK. Son frère, il est-tu aussi bon que lui? De ce que tu as vu, c'est sûr qu'il était au high school. De ce que tu as lu, est-ce que les rapports sont encourageants? Ouais, pour l'information, son nom, c'est Taulia Tagovailoa. Peut-être pas aussi bon en ce moment. Là. Quand que Tua est sorti du secondaire, il était considéré comme le meilleur espoir, toute position confondue, puis naturellement au poste de corps arrière. Son frère, en ce moment, est vu comme le 7e meilleur au pays. Quand même, là, être recruté puis être le 7e meilleur au pays. Il y a d'excellents corps arrière qui sont recrutés, qui sont 10e, 20e, 30e, puis qui connaissent des carrières au college football exceptionnelles. Donc, être dans le top 10, ça a son pesant d'or, puis il va avoir la chance d'apprendre derrière son frère l'an prochain, puis peut-être la saison d'après. Puis après ça, prendre en relève peut-être en 2020 ou en 2021 à Alabama. OK. C'est un camp gaucher, droitier comme Adonis ou... Pas Adonis, mais je dirais Teloua. Ouais. De ce que j'ai pas vu de vidéo, là, j'ai tout simplement, une fois de temps en temps, je vais voir là, sur Internet, voir c'est qui les meilleurs recrues du secondaire. Puis j'ai juste vu le nom de Taulia Tagovailoa, corps arrière droitier, qu'on décrit comme un style professionnel. Là. C'est pas un corps arrière mobile, là, comme qu'on le voit de plus en plus dans le college football. OK. Je veux te parler de deux choses qui restent. Le comité, c'est quoi? On en a parlé souvent au cours de la saison. Ce comité-là, ça regroupe qui là-dedans? Le comité, dans le fond, là, ça regroupe des gens qui sont associés de près ou de loin au college football. J'ai un exemple, là, la plupart, Frank Beamer, l'ancien entraîneur là, de Virginia Tech, fait partie du comité. T'as d'autres entités là, comme des directeurs athlétiques qui font partie de ce comité-là. Puis, dans le fond, ces personnes-là sont liées de près ou de loin à des écoles, puis c'est eux qui vont voter pour les éliminatoires. Une chose qu'il faut prendre qu'il faut comprendre, là, c'est que le
le directeur là, du comité en ce moment, j'essaie de trouver son nom, c'est le directeur athlétique à Oregon. S'il fallait que Oregon soit, exemple, dans les discussions pour le top 4 ou un des bowls majeurs, puis qu'on voudrait voter, le directeur athlétique d'Oregon serait exclu de la salle, puis on ferait un vote sans lui. Donc, c'est un regroupement de 13 personnes qui sont, comme je te dis, reliées de près ou de loin au college football. C'est des anciens entraîneurs, des anciens directeurs athlétiques ou des entraîneurs ou des directeurs athlétiques, des journalistes qui ont été attitrés à une école, puis c'est eux, dans le fond, qui vont voter par rapport à ce qu'ils voient. Semaine après semaine, ils se regroupent dans un hôtel au Texas, puis on leur donne tout simplement tous les matchs qui ont été joués durant la fin de semaine, version condensée, pour qu'ils puissent se donner une petite idée de qu'est-ce qui a été fait sur le terrain. Puis c'est vraiment là, comme ça qu'on établit les meilleures équipes au pays. OK. Army-Navy, demain, c'est un classique toujours... Donc, pourquoi c'est un classique? C'est un classique parce que, premièrement, pour ceux qui suivent un peu le football américain, là, on le sait là, que l'armée, en général, aux États-Unis, c'est très populaire. Les Américains sont très patriotiques. Puis, on parle littéralement, là, c'est deux académies qui forment des joueurs pendant 4 saisons. Puis, ces joueurs-là, une fois que leur stage universitaire, en guillemets, est fini, ils vont combattre, dans le fond, ensemble l'ennemi outre-mer ou peu importe le conflit là, que les États-Unis sont impliqués. Donc, c'est des gars qui, sur le terrain, samedi, vont peut-être s'affronter pour une dernière fois du côté de Navy et Army. Puis dans quelques mois, ils vont être des soldats américains. Ils vont être des soldats américains qui vont travailler ensemble. Une des raisons que c'est un classique, c'est qu'il y a de ça 70-80 ans, quand c'était difficile pour d'autres universités de recruter des joueurs parce qu'il y avait la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, Army et Navy avaient déjà leur programme pour former des joueurs, puis eux continuaient dans le fond leur programme de football. À l'époque, c'était les Alabama, puis les Georgia, puis les Clemson du college football. C'était des équipes qui étaient dominantes année après année, qui connaissaient du succès. Puis la tradition a tout simplement resté. Puis honnêtement, si vous regardez le match pour la première fois, c'est assez spécial là, de voir comme ambiance. T'as les étudiants de Navy d'un côté, les étudiants de Army de l'autre côté, puis durant tout le match, ça chante les chansons de leur régiment, de leur couleur. Puis on sent qu'il n'y a aucune animosité là, dans le stade. C'est vraiment, on joue le match pour le plaisir, puis pour être fier justement de son académie. Donc, c'est vraiment un environnement spécial là, qu'on retrouve dans aucun autre match dans le college football. Puis une fois que le match est joué, l'équipe gagnante, comme le veut la tradition dans le college football, l'équipe gagnante va souvent chanter la chanson de son école devant la section étudiante puis le band. Pour ce match-là, tu as l'équipe gagnante qui y va, puis tu as l'équipe perdante qui est derrière, puis après ça, c'est vice-versa. L'équipe perdante va chanter sa chanson, puis l'autre équipe les accompagne, puis ça se tient là, par le cou, coude à coude, puis c'est vraiment spécial comme atmosphère, puis c'est ça qui rend le match aussi différent puis unique. Oui, effectivement. Navy, ça, je pense, c'est en Pennsylvanie, si je me m'abuse. C'est dans le coin de Philadelphie, c'est ça, hein? Oui, puis Army, je ne me trompe pas, sont en Virginie. OK. Puis t'as les forces de l'air, eux autres aussi, qui... les forces de l'air, moi, je les ai déjà vus dans le top 25. Ouais, c'est pas commun, mais c'est pas rare non plus de voir une des 3 équipes là, qui va se faufiler dans le haut du top 25, le 20, 21, 22. Surtout Navy, là, dans les dernières années, là, il y a à peu près 3 ou 4 ans, là, Navy, c'est une équipe qui était relativement dominante, là, qui finissait les saisons avec des fiches de 11 victoires, 1 défaite. Donc, c'est pas rare de les voir là. Puis, du côté d'Army, ça a été un peu plus difficile dans les dernières années, là, mais cette année, ils sont 9-3. Puis du côté d'Army, ou 9-2, puis du côté d'Army, de Navy, pardon, sont 3-9. Donc, Army qui est largement favori pour ce match-là. Attendez-vous pas à un gros match aérien. C'est des écoles qui courent beaucoup. Les lignes offensives, vous allez voir, là, les gars sont pas aussi gros qu'on le voit dans les autres programmes dans le college football pour la simple et unique raison que
c'est des soldats, donc ils s'entraînent, ils courent, ils mangent bien. Donc, c'est des gros gars, mais c'est pas les joueurs de ligne offensive qu'on est habitué de voir dans le college football. Donc, beaucoup de courses à prévoir, puis ça devrait être excitant comme match. Wallet, on va se parler de la semaine prochaine. Évidemment, les petits bowls vont commencer. Fait qu'on on va se parler de la semaine prochaine. Excellent. Du site internet, le Blitz NFL Wallet.